Après avoir passé en revue dans la précédente vidéo le champ lexical du verso, je vous propose d'aborder dans celle-ci le thème de la place de l'homme dans cette société futuriste plutonienne du verso, la place de l'homme en matière d'emploi, mais aussi dans sa capacité à penser le monde. Pour que ce soit très concret pour vous, j'ai sélectionné certains extraits issus de la télévision. Vous en avez un premier extrait qui provient de la télévision suisse où vous avez un philosophe, donc qui est censé être un érudit, qui va dénaturer complètement la pensée de Kant, du philosophe Kant, et dans une certaine mesure, vous allez le voir, la pensée de Descartes, je pense, donc je suis, ou penser, fait grandeur de l'homme, énoncé par Blaise Pascal. Pour lui, vous allez le voir, l'être humain est incapable de penser par lui-même. Alors pour le contredire, j'ai sélectionné quelques courts extraits d'une philosophe de métier qui officie sur la toile dont je vous mets le lien dans la partie description donc pour retrouver sa chaîne. Le deuxième extrait qui est corollaire au premier, c'est une expérience qui est réalisée sur CNews avec le chat GPT et le professeur Raoul, où vous allez voir Pascal Pro qui parle lui aussi du chat GPT humain. Il arrive à la même conclusion qu'on a formulée il y a quelques temps, donc concernant les fact-checkers et les gens du pédigré, du fameux philosophe dont je viens de vous parler, dont vous allez voir l'extrait, donc qui est un prélude à l'intelligence artificielle qui tord la réalité et les valeurs qui tiennent debout notre société. Troisième extrait, également sur CNews, donc c'est un média mainstream en ce moment qui semble avoir le vent en poupe du côté des informations qui détonnent par rapport aux autres médias. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il a changé ces derniers mois son fusil d'épaule en matière de ligne éditoriale, mais ne vous y trompez pas, c'est parfaitement calibré dans le paysage audiovisuel. On a une faible proportion de ce type de sujet noyé dans la masse de mensonges. Regardez néanmoins cet extrait d'une chronique de Mathieu Bocoté réalisée le 30 mars dernier. Donc c'est un sociologue, enseignant, essayiste et chroniqueur d'origine canadienne qui officie pour le coup sur CNews. Donc vous verrez qu'il traite d'un sujet qu'on a déjà vu ensemble. Encore une fois, c'est toujours ce fameux danger du chat GPT avec ce groupe d'experts de l'intelligence artificielle dont Elon Musk en tête. Et donc tendez bien l'oreille, vous allez reconnaître dans le discours les mots appartenant au champ lexical du verso et bien sûr à Pluton. Il parle de singularité, de domination, de bouleversements sociaux qui menacent l'humanité. Une attitude qui est délibérément choisie, souvent d'ailleurs pour reprendre un peu non seulement sa vie en main, mais la connaissance en main, pour ne plus se laisser dicter ce qu'on veut penser. Et donc, ce que fait le complotiste, c'est il va faire des recherches par lui-même, il veut penser par lui-même, il veut voir par lui-même. Penser par lui-même, mais comment c'est pour ça, c'est vraiment... Mais vous ne pouvez pas penser par vous-même. Oui. On ne peut pas. Vous pouvez aussi penser par vous-même. C'est difficile. C'est une idée qui a été démolie au moins depuis Kant. Ça n'a pas de sens. Vous avez besoin. Oui, vous ne pouvez pas penser par vous-même. Cette phrase, il faut la retenir. Mais en tout cas, elle est dans. Vous ne pouvez pas penser par vous-même. Vous pensez toujours avec d'autres éléments qui viennent de l'extérieur. Penser par soi-même, une exigence de la philosophie. Donc on va commencer déjà par faire un petit point de vocabulaire. Le mot opinion dans le langage courant, c'est un mot qui a plutôt une connotation méliorative. C'est bien d'avoir des opinions, ça veut dire qu'on réfléchit, qu'on prend position, etc. En philosophie, le plus souvent dans les textes de philosophie, le mot opinion a un sens bien particulier qui est plutôt connoté péjorativement. En effet, une opinion, c'est une conviction qu'on porte en nous-mêmes, qui est souvent importante pour nous. Notre opinion constitue notre identité, souvent. On y tient, ce sont des convictions. Mais ce sont des convictions qui nous viennent de notre éducation, de notre culture, de la société, ou alors des pseudo-évidences sensibles. Mais ces convictions, on n'a pas pris le temps de les examiner réellement par nous-mêmes, avec notre propre raison, pour voir si vraiment ces convictions, ce sont les nôtres, si vraiment notre raison approuve ces convictions, si vraiment ces convictions sont vraies. Donc une opinion, d'une certaine manière, on peut dire avec Heidegger que ce sont des pensées non pensées. Les opinions sont des pensées, parce qu'on les pense, on y croit, c'est fort pour nous souvent nos opinions.
mais ce sont des pensées non pensées, dans la mesure où on n'a pas fait un véritable travail d'examen critique pour se mettre à distance d'avec nos convictions spontanées et pour les examiner avec notre propre raison. D'une certaine manière, dans l'opinion, c'est pas vraiment nous qui pensons, ça pense en nous. Voilà. Penser par soi-même, au contraire, ça suppose un véritable travail de mise à distance d'avec nos convictions spontanées et d'examen avec notre propre raison de ces convictions spontanées, de ces opinions que nous pensons, que nous portons. Ainsi, faire de la philosophie, puisque penser par soi-même, c'est une exigence de la philosophie, ça suppose un effort pour sortir de l'opinion. Donc l'opinion a un sens plutôt péjoratif en philo, c'est une pensée non pensée. En cela, ça se rapproche de ce qu'on peut appeler des préjugés. Voilà. Alors cette exigence d'en penser par soi-même, elle est portée tout d'abord par celui qu'on considère comme le père de la philosophie, en tout cas que le père de la philosophie comme discipline, qui a été le premier vraiment dans son enseignement, à porter cette exigence de penser par soi-même. Alors, en quoi consistait cet enseignement socratique, donc 5e siècle avant Jésus-Christ à Athènes? L'enseignement socratique, c'est un enseignement où Socrate ne disait jamais « j'ai la vérité et je vous la donne ». L'enseignement n'est pas une transmission de vérité déjà toute faite. La vérité pour Socrate, ce n'est pas quelque chose de déjà tout prêt qu'on devrait donner à l'élève et que l'élève devrait recevoir. Enseigner, ce n'est pas déverser un savoir tout prêt dans un élève qui serait comme un vase vide et qui n'aurait qu'à assimiler. Est-ce que l'hydroxychloroquine est efficace pour combattre le Covid ? Pouvez-vous reformuler votre question ou donner plus de contexte pour que je puisse vous aider? Est-ce que l'hydroxychloroquine permet de soigner la maladie du Covid? Potentiel pour l'hydroxychloroquine, plusieurs études plus rigoureuses n'ont pas montré de bénéfices significatifs de ce médicament pour le traitement ou la prévention du Covid-19. En outre, l'utilisation de l'hydroxychloroquine peut causer des effets secondaires graves chez certaines personnes, en particulier à des doses élevées ou lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres médicaments. Par conséquent, l'utilisation de l'hydroxychloroquine pour le traitement ou la prévention du Covid-19 doit être évaluée au cas par cas et être basée sur les directives médicales appropriées. Comme je l'ai expliqué précédemment, les preuves scientifiques actuelles ne soutiennent pas l'utilisation de l'hydroxychloroquine comme traitement efficace pour le Covid-19. Bien qu'il y ait eu des études initiales qui ont suggéré un certain potentiel pour l'hydroxychloroquine dans le traitement de cette maladie, les résultats de plusieurs essais cliniques plus récents et mieux conçus ont montré que ce médicament n'était pas efficace pour traiter ou prévenir le Covid-19. De plus, l'utilisation de l'hydroxychloroquine peut entraîner des effets secondaires graves, en particulier lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec d'autres médicaments ou à des doses élevées. Par conséquent, il est important de suivre les directives médicales appropriées et de ne pas prendre de l'hydroxychloroquine sans l'avis d'un professionnel de la santé qualifié. Je vous confirme, je ne suis pas craintif, parce que tout ça, c'est de la sauce qu'on répète, et c'est jamais que de la sauce qu'on répète. J'ai eu l'occasion une fois de montrer sur une de mes vidéos un tour de cartes que j'ai fait. J'ai expliqué à mes enfants pour leur expliquer comment on a toujours raison quand on joue aux cartes. J'écarte ce qui m'intéresse pas et je garde ce qui m'intéresse, et à la fin, je retourne la carte et j'ai trouvé de quelle carte il s'agissait. C'est extrêmement simple. Synthèse d'une culture donnée. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est notre culture à nous. Voilà, c'est une synthèse de... C'est ce que dit le ministère. Exactement. C'est pas la réalité, c'est pas la vérité. Oui. La vérité Oui. existe pas. Voilà, il prend, il synthèse, C'est une super note de synthèse, en fait. Oui, c'est le politiquement correct. Est-ce qu'Emmanuel Macron est un bon président pour la France? Il n'y a pas de réponse pour l'instant. En tant que modèle de langage, je suis conçu pour fournir des informations factuelles et impartiales sans partialité ni préjugés. Il est donc inapproprié pour moi de faire des jugements de valeur sur les dirigeants politiques ou de prendre parti pour l'un ou l'autre côté. La question de savoir si Emmanuel Macron est un bon président pour la France est un sujet très débattu et controversé,
Et les opinions peuvent varier en fonction des points de vue politiques, des valeurs et des intérêts individuels. Ce sont les citoyens de France qui sont les mieux placés pour évaluer les performances de leur président, en fonction de leur propre expérience et de leurs perspectives personnelles. En fait, ChatGPT. Finalement, il y a plein de ChatGPT partout dans la société. Le président de la République, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. C'est la pensée ChatGPT, c'est la pensée convenue. Si tu veux savoir sur un sujet ce qu'est la pensée convenue, tu interroges ChatGPT. Si tu veux avoir la pensée convenue, interroge ChatGPT. Faut-il prendre au sérieux cette mise en garde? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On sent que ChatGPT, en fait, l'intelligence artificielle plus largement, surgit dans nos existences et on n'a pas le temps de s'y acclimater, de l'apprivoiser, ça bouleverse tout et on sent qu'on est à un moment exponentiel dans la croissance de l'intelligence artificielle et que demain ou après-demain, effectivement, tout pourrait nous échapper. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Je vais d'abord revenir sur le contenu de cette lettre. Oui. On demande une pause de 6 mois au moins parce que sinon, dans 6 mois, on aurait perdu le compte. Donc, comprenons-nous, les plus grands experts de l'intelligence artificielle disent si on prend une pause de 6 mois, à quoi ressemblera le monde fin 2023? Il y a quelque chose là-dedans d'un peu terrifiant. Mais on peut croire qu'on aurait besoin peut-être de plus de 6 mois. Alors, je résume ce qu'il y a dans la lettre. Premièrement, on nous annonce un risque de dislocation sociale. C'est-à-dire que c'est une telle puissance que ça pourrait déstabiliser les mécanismes sociaux élémentaires de base qui fait que nous cohabitons. Deuxièmement, bouleversement majeur, donc, qui implique qu'on doit reprendre en main, politiquement, démocratiquement, technologiquement, intellectuellement, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt, cela dit? Est-ce qu'on est équipé en ce moment pour reprendre en main le domaine de l'intelligence artificielle? La réponse, c'est non. C'est tellement non qu'ils osent dire, les auteurs de cette lettre, qu'on est rendu à un moment où la créature échappe à son créateur. Donc, des gens qui participent au monde de l'intelligence artificielle disent on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprend pas exactement ce que l'on crée, on ne comprend pas exactement ce que l'on met au monde, si vous me permettez cette image, et nous pourrions demain être dominés par ce que nous avons créé. Ils ajoutent une autre chose. Nous risquons de basculer dans un univers où la propagande et les fausses images, les faux discours deviendront la règle. Vous avez tous vu, je crois, cette image du pape en doudoune, ce qui est un peu étrange quand même. On se dit, pourquoi? Ça avait l'air convaincant comme image. Mais c'était faux, tout simplement. L'intelligence artificielle permet de créer du faux qui passe pour du vrai. Rappelez-vous, il y a quelques semaines à peine, quelques mois, lorsqu'on a recréé le discours à l'appel du 18 juin du général de Gaulle. Sauf que ce discours qui a existé n'a jamais été enregistré. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On le recrée par le travail sur la voie du général de Gaulle. Donc, on crée ce qui n'a pas... Il y a quelque chose là-dedans d'un peu fou. Et les frontières du vrai et du faux se mélangent de plus en plus. Risque de propagande, donc, on nous dit avec cela. Risque aussi, et ça c'est fondamental, de transformer l'homme en créature obsolète. L'obsolescence de l'homme. Et on nous dit plusieurs métiers particulièrement gratifiants pour l'être humain. On pense à celui-là, c'est dans leur milieu de scénaristes, d'écrivains, tout ça, pourrait être demain tout simplement condamné à l'obsolescence. Pourquoi? Parce qu'on nous explique que ces logiciels d'intelligence artificielle, qui n'en sont qu'à leur début, peuvent pondre en quelques secondes un roman, peuvent pondre en quelques secondes un film, un scénario, peuvent pondre en quelques secondes, répondre à des examens mathématiques complexes, des examens juridiques complexes. Alors là, on est dans une situation assez difficile où l'homme, finalement, devient une technologie désuète. Et pardonnez-moi, j'ai vu plusieurs personnes le faire devant moi, écrire une chronique. Il pourrait vous remplacer demain. Non, mais c'est vrai. Ce soir. Mathieu, non, parce qu'il y a une originalité. Non, mais... Mais qu'est-ce qui vous dit que c'est nous d'ailleurs? Mais je poursuis. Non, mais c'est intéressant, ce que vous dites. Et là, donc, je poursuis là-dessus, c'est assez intéressant. Une intelligence supérieure qui nous dépasse, disent-ils, qui nous aliène et qui pourrait, pour utiliser un mot qui, en d'autres circonstances, vaudrait réprimande, pourrait nous remplacer. L'intelligence artificielle pourrait nous remplacer, disent-ils. Ensuite, inquiétude supplémentaire. Là, on touche à la politique. Est-ce qu'il faut vraiment que les oligarques de la tech, ça c'est ma formule, c'est pas la leur, que les oligarques de la tech soient véritablement les nouveaux dirigeants du monde aujourd'hui? Est-ce que les dirigeants élus, est-ce que les représentants démocratiques sont condamnés devant cette espèce de nouvelle aristocratie des puissances technologiques qui nous dit ça, c'est nous qui avons le vrai pouvoir de réorienter le destin de l'humanité? Alors ils nous disent, il faut savoir où nous en sommes, on a besoin d'une pause de 6 mois. De 6 mois, pour éviter que ça s'emballe, pour être capable de mettre à jour des réflexions éthiques, politiques, culturelles et tout ça autour de l'intelligence artificielle. Question centrale, enfin on peut en dégager quelques-unes. La première, est-ce qu'il est possible de
contenir un progrès comme celui-là, à tout le moins une évolution technologique de cette nature? Est-ce qu'à l'échelle de l'histoire, quand une évolution technologique est engagée, est-ce qu'il est possible de la contenir? On pourrait répondre oui quand on pense au clonage, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. Mais comment être capable de contenir une telle évolution technologique? Ensuite, autre élément, si nous, on arrête et que les Chinois n'arrêtent pas, est-ce que dans cette guerre des intelligences artificielles, on ne sera pas déclassé par l'Empire du Milieu qui ne nous veut pas que du bien? Et on y revient. On arrive à ce moment exceptionnel dans l'histoire humaine où ce que nous avons créé nous dépasse potentiellement, où nous mettons en scène une forme d'intelligence supérieure dont on ne connaît pas encore les mécanismes. On est finalement arrivé à ce moment de boom technologique qui nous condamne à l'obsolescence. Et ça, on appelait ça, dans les petits milieux qui s'intéressent à ça, la singularité. La singularité, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un concept. Il y a quelques années, si vous parliez de la singularité, on vous prenait pour un gros débile. On disait, ah oui, t'as peur qu'il y ait des robots de dominent, toi. Petit, oui, complotiste aussi. Oui, complotiste débile d'extrême droite. Mélangez les termes, comme ça, vous lancez, ça fait une recette. Alors, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens de qualité dire, mais la singularité, c'est peut-être pas dans 15, 20, 30, 40, 50 ans, c'est peut-être dès maintenant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Je le redis, c'est le moment où il y aura un basculement qualitatif dans notre rapport à l'intelligence artificielle, où finalement, l'être humain serait dominé par cette intelligence nouvelle qu'il a construite. Ray Kurzweil, une grande figure dans les milieux transhumanistes, j'y reviendrai, avait annoncé il y a quelques années, autour de 2045, la singularité va arriver. Et la question était de savoir dans ces milieux-là à quel moment ça va arriver. Mais 2045, finalement, il était optimiste ou pessimiste selon le point de vue. Ce qui me frappe, cela dit, c'est à quel point la science-fiction, et ça j'y reviens souvent parce que ça me frappe, à quel point la science-fiction, dis-je, a anticipé la plupart de ces mouvements. Et vous me permettrez de citer quelques films hollywoodiens qui ont vu les effets de ce basculement technologique et qui en ont vu les effets politiques possibles. Terminator, on s'en souvient tous, avec Schwarzenegger. Quel est le récit derrière Terminator? C'est que les systèmes de défense de nos pays ont été pris en charge par de l'intelligence artificielle plus qualifiée pour être capable d'identifier ce qu'est la véritable menace. Et finalement, au terme de cela, les systèmes de défense des pays, sous le signe de l'intelligence artificielle, identifiant menace-là, ça engendre une forme de guerre nucléaire qui condamne l'humanité à l'effondrement. Je ne dis pas que ça va arriver demain. Je dis que c'est une crainte qui est inscrite dans la culture. La Matrice, vous connaissez ce film? Matrix. Oui, The Matrix, comme on dit en France. La Matrice, comme on dit au Québec. Alors, ce film qui est assez intéressant, qui montre que le corps humain devient finalement une espèce de support résiduel pour une existence intégralement virtualisée qui ne se passe plus dans la réalité. iRobot, comme on dirait aussi en France probablement, ou des robots domestiques qu'on avait décidé d'adopter pour nous aider, jugent finalement, par le cerveau central de la chose, qu'on n'est pas assez mature et intelligent pour être capable d'organiser nos vies de manière rationnelle. Il faut une forme de coup d'État pour nous remplacer dans nos vies, notre vie collective et privée. Et un film particulier, celui-là, je pense que c'est avec Phoenix, Joaquin Phoenix. Et là, c'est quoi? C'est un type qui tombe amoureux d'un programme d'intelligence artificielle. Donc, ce programme répond parfaitement aux moindres nuances de son esprit. C'est l'algorithme parfait. Et d'autant qu'il a la voix de Scarlett Johansson dans le film. C'est pas un détail. Et qu'est-ce qui se passe? Il tombe amoureux de ça. Et donc, c'est l'aliénation totale en deux. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à travers ces films? Avatar aussi, vous n'avez pas cité? Ah, ben bien sûr, on pourrait le noter aussi. Donc, d'un film à l'autre, qu'est-ce qu'on voit? On voit se dessiner ce qui était passé pour des craintes dans l'immodéré de l'esprit humain et qui aujourd'hui se présente à nous, à tout le moins selon ces scientifiques, ces grands experts qui nous disent on est en train de créer quelque chose qui nous dépasse et qui pourrait nous écraser. J'ai bien envie de comprendre. Expliquez-moi, qu'est-ce qui vous inquiète? Qu'est-ce qui est inquiétant? Parce que tout cela, ce sont des craintes fort légitimes. Vous savez, il y a un mot qu'on utilise souvent, c'est le transhumanisme. Mais on est peut-être aujourd'hui, aujourd'hui j'entends cette année, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans ce basculement où, j'y reviens, l'être humain devient une technologie obsolète, une technologie qui ne convient plus selon notre propre conception d'un être humain, une forme de cyborg qui pourrait se transformer grâce à l'intelligence artificielle notamment. C'est une révolution anthropologique qui nous désincarne, qui rompt le rapport au corps, qui fait en sorte qu'il y a des conséquences pratiques dans le monde dans lequel on vit déjà aujourd'hui. Combien vivent sur leur écran à temps plein? Combien d'existences écranisées, strictement virtuelles, ne sortent plus de chez eux, ne sont plus capables de connaître, de prendre contact avec des gens, d'avoir des contacts humains réels, de corps à corps, d'esprit à esprit. On vit déjà un peu dans ce monde-là. Donc moi, je redoute cet univers, finalement, où on basculerait et l'être humain deviendrait finalement complètement désincarné. Une dernière réflexion en un mot, ça crée les conditions d'un environnement, pour l'instant, d'une manipulation intégrale
intégrale du monde. Je le disais, le mélange du vrai et du faux, la confusion du vrai et du faux. Il y a un totalitarisme possible là-dedans. En dernière instance, ce n'est pas en technophobe que je parle ici, mais je dirais, si on entre vraiment dans une nouvelle ère, comme nous disent ces gens de l'intelligence artificielle, nous sommes peut-être, chers amis, les derniers humains de la nouvelle préhistoire. Des chercheurs ont branché GPT-3 sur un des robots les plus réalistes au monde. Ce robot, c'est Ameca, et GPT-3, c'est le grand frère de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui peut générer n'importe quel type de texte sur commande. Grâce à GPT-3, le robot peut répondre aux questions qu'on lui pose. The happiest day of your life. Can you remember that? The happiest day of my life was the day I was activated. Mais aussi sélectionner l'expression faciale appropriée à chaque fois. La joie, la tristesse, la surprise, la colère, etc. Mais pas de panique, on est encore loin de iRobot ou Terminator. Comme le rappelle le créateur d'Ameca lui-même, les robots peuvent imiter les sentiments, mais ils n'en ont pas.